Et nous voilà de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Tout de suite, le décryptage de l'actualité internationale. Composition du nouveau gouvernement italien. Mario Monti, le président du Conseil, a dévoilé sa liste ce mercredi. Plusieurs ministères ont été confiés à des techniciens. La Ligue arabe réunit ce mercredi au Maroc, une rencontre marquée par l'absence de représentants du gouvernement de Damas. De son côté, la Turquie envisage des sanctions contre la Syrie. Enfin, visite du président américain en Australie. Barack Obama a affiché les ambitions des États-Unis. Il souhaite renforcer la coopération bilatérale. Et nous sommes toujours accompagnés par M. Ousmane Diallo, membre du bureau exécutif de l'UFDG, le parti de Cellou Dalein Diallo, finaliste de la dernière présidentielle en Guinée. Nous sommes également avec Cyril Musila, notre éditorialiste. Et tout de suite, l'info du jour avec la formation du nouveau gouvernement italien. Place au nouveau gouvernement en Italie. Il est composé de 16 personnes, dont 3 femmes. La grande nouveauté, le cumul des fonctions pour Mario Monti. Il sera à la fois président du Conseil et ministre de l'économie. Aude Vandenbroek. Mario Monti dévoile la liste de ses ministres. Actuellement en pleine formation d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre italien a présenté mercredi au président Giorgio Napolitano les noms de ses 16 futurs adjoints. Parmi eux, on peut déjà citer Corrado Passera au poste de ministre du Développement économique, des infrastructures et des transports, Giulio Terzi di Sant'Agata pour les affaires étrangères. Quant à la justice et les politiques sociales, elles ont été attribuées à 3 femmes. Nous avons travaillé en très peu de temps et en portant une grande attention à la qualité de nos choix. Nous sommes convaincus de ce que nous avons fait. Et nous avons également reçu de nombreux signaux encourageants de nos partenaires européens et du monde international. Le successeur de Silvio Berlusconi dévoilera jeudi son programme devant le Sénat. Face à la crise de la dette dans laquelle est plongée l'Italie, Mario Monti espère rassurer les marchés avec l'aide de ses ministres et relancer l'économie du pays. Prochainement, des mesures d'austérité dont le montant s'élève à 60 milliards d'euros sur une période de 3 ans devraient être mises en place. Parmi elles, la création d'un impôt sur le patrimoine, la réforme des régimes de retraite et le rétablissement de la taxe foncière sur la résidence principale en Italie. Alors, des mesures d'austérité, Cyril Musila, mais Mario Monti prévoit aussi la création d'un grand ministère de développement, des infrastructures et des transports. Un nouveau ministère, cela implique un coût, alors que le pays est menacé d'asphyxie par le poids de sa dette. Oui, en même temps, c'est une personne qui a déjà un capital de confiance énorme parce qu'il a permis déjà de rassurer un certain nombre d'acteurs du marché financier international en tant qu'ancien commissaire européen. Et que deuxièmement, la constitution de son gouvernement fait des technocrates, donc des connaisseurs de dossiers, permet en tout cas de faire la différence avec Berlusconi et ses frasques et donc de montrer une autre face de l'Italie et sans doute quelque chose de rassurant. Et que ce ministère, en tout cas à mon avis, est une sorte de synthèse des efforts de tout ce qui a été un peu, ou de tout ce qui pourrait être fait en Italie assez rapidement pour pouvoir donner un impact visible de sortie de crise. Est-ce que le cumul des mandats est un signe de réussite assurée ? Je ne crois pas du tout. Moi, ce qui m'inquiète dans cette situation, c'est de voir que malgré l'impopularité de Berlusconi, malgré le fait que les Italiens en très grande majorité le rejetaient, il a fallu attendre que les marchés imposent le changement de gouvernement en Italie. Et c'est normal que les marchés en retour saluent aussi l'arrivée de Mario Monti. Et ça, c'est inquiétant de voir que c'est vraiment des marchés qui imposent le changement de gouvernement. On l'a vu en Grèce et maintenant c'est en Italie. Et demain, ça sera où? Ça, c'est inquiétant. Allez, on continue. La Syrie, de plus en plus isolée. Et oui, l'étau se resserre un peu plus autour du président syrien. La Ligue arabe devrait confirmer la suspension effective de la Syrie. En cause la répression des manifestations contre le régime de Bachar al-Assad. La Turquie également monte au créneau. Christine Okello. La Syrie sous pression. Une réunion extraordinaire de la Ligue arabe doit se tenir mercredi à Rabat au Maroc. La Ligue arabe devrait entériner sa décision de suspendre le pays des travaux de l'organisation. Mais Damas tente de rassurer ses alliés. Le régime vient de libérer une centaine de prisonniers politiques. Mais malgré ses professions de bonne foi, la Turquie, l'ancien allié du régime syrien, a pris pour la première fois des sanctions contre lui.
Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe en Syrie. Nous ne pouvons pas approuver le climat actuel qui met en péril la vie des civils. Actuellement, nous fournissons de l'électricité à Damas, mais si la répression se poursuit, nous serons obligés de stopper nos explorations de pétrole dans le pays. Après 8 mois de soulèvement populaire, le président syrien fait face désormais à une mutinerie au sein de l'armée. Mercredi, des déserteurs ont attaqué une installation de services de renseignement, signe que la frustration de la population n'affaiblit pas. Nous souhaitons que la réunion de la Ligue arabe envoie un message énergique à Bachar el-Assad, à savoir qu'il doit favoriser la tenue d'une transition démocratique et mettre fin à la violence contre son peuple. Lundi, le roi Abdallah II de Jordanie a été le premier dirigeant du monde arabe à demander le départ de Bachar el-Assad. Seuls l'Iran, la Russie ou encore la Chine continuent de soutenir Damas, mais pour combien de temps? Les Occidentaux espèrent que la réunion de la Ligue arabe contraindra Moscou et Pékin à changer d'avis et voter en faveur de sanctions à l'ONU contre la Syrie. La Ligue arabe qui se mobilise contre le régime de Bachar el-Assad, mais on peut faire le même reproche que l'on a fait à la communauté internationale, aux alliés de l'OTAN concernant leur intervention en Libye, mais pas en Syrie. Là, la Ligue arabe se mobilise contre le régime de Bachar el-Assad, mais ne fait rien dans le dossier yéménite. Oui. C'est un peu ce qu'on constate avec cette Ligue arabe qui est tout le temps en train de démontrer qu'elle est un peu poussée par l'extérieur, en fait, par l'Occident, on peut le dire comme ça. En tout cas, je le pense. Et que surtout aussi, elle n'est pas maîtresse de ses décisions ou même des décisions auxquelles pourraient être poussées ces populations. On l'a vu, la Syrie est là dans cette situation depuis maintenant quelques mois. Aucune décision précise, hein, sauf ça, bien sûr, de l'exclure. Il a fallu, par exemple, que la Turquie menace, parce que la Syrie a commis l'imprudence ou l'erreur d'aller attaquer l'ambassade ou l'ambassade de la Turquie, que la Turquie menace et de couper et l'électricité et le gaz, que quelque chose se fasse. Je suis très inquiet quand même pour la Ligue arabe pour qu'elle décide ceci, mais sans qu'elle aille jusqu'au bout de ses décisions et surtout ne prenne pas la responsabilité réelle sur tous les sujets, hein, sur tous les pays qui sont concernés. Il faut attendre que quelque chose soit poussé de l'extérieur pour qu'elle prenne une décision. À mon avis, ça me paraît complètement Alors c'est peut-être le signe d'une escalade. On apprend, au moment où nous parlons, on apprend que la France a rappelé son ambassadeur en Syrie. Est-ce que la suspension de la Syrie, de la Ligue arabe, va réellement changer quelque chose? Peut-être, oui, mais il faut aussi peut-être, pour que ça change réellement, que quelque chose se passe du côté de la Russie et de la Chine, qui sont quand même de pays qui vont peser beaucoup plus, par exemple au Conseil de sécurité, parce que la Ligue arabe, on le voit, elle hésite, elle ne va jamais franco, mais la position de la Russie et de la Chine va beaucoup plus peser, en tout cas dans les changements vis-à-vis de la Syrie que simple décision de la Ligue arabe. Monsieur Diallo? Oui, que la Ligue arabe ne réagisse pas, ce n'est pas étonnant. Hein. Il y a combien d'autocrates qui sont à l'intérieur de cette même Ligue arabe? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire vraiment? Combien de pays arabes peuvent accuser Damas d'être une dictature ou de massacrer sa population? Bon, mais je pense que, comme Cyril l'a dit tout à l'heure, c'est des pantins qui sont là au service d'Occidentaux qui, quand ils décideront, je pense, en fonction de la géopolitique de la région, eh ben, ils agiront comme ils ont agi en Libye, si c'est nécessaire. Mais c'est tout. La Ligue arabe, c'est juste pour nous faire perdre du temps ou nous amuser en disant qu'ils s'agitent et essaient de faire. Mais ils ne feront rien du tout. Ils sont incapables d'agir parce que ce ne sont pas des démocraties. Et la Turquie peut hausser le ton, parce que c'est une démocratie qui est vivante, qui marche. Et puis en dehors de la Turquie, je ne sais pas combien de pays arabes peuvent faire autant. Allez, renforcement de l'armée américaine en Australie. Le président américain accueilli au Parlement australien. Les États-Unis vont renforcer leur présence militaire en Australie. Washington va déployer 250 Marines dans le nord du pays à partir de la mi-2012. Retour sur cette visite avec Élodie Terlan. Coopération militaire, Barack Obama veut renforcer ses liens avec l'Australie. C'est à Canberra, la capitale, que s'est rendu mercredi le président américain pour faire part de ses ambitions. À sa descente d'avion, plusieurs autorités étaient là pour l'accueillir. Le Premier ministre australien Julia Gillard, l'ambassadeur des États-Unis en Australie Jeff Bleich et l'ambassadeur d'Australie aux États-Unis Kim Beazley.
Devant la chambre du Parlement, des militaires australiens ont joué l'hymne national américain spécialement pour le président Obama. Il est le 5e à se rendre en Australie après ses prédécesseurs Lyndon Baines Johnson, George Bush père, Bill Clinton et George Bush fils. Après Canberra, Barack Obama s'envolera jeudi pour Darwin, au nord de l'Australie, où il doit rencontrer les troupes australiennes et leur annoncer une série d'entraînements conjoints prévus avec les troupes américaines. Les États-Unis entendent faire de l'Australie un allié essentiel face aux ambitions régionales de la Chine. Cyril Musila, pourquoi est-ce que c'est si important pour le Pentagone de renforcer sa présence en Australie? Je pense que c'est d'abord pas l'Australie, mais la région qui est la zone d'influence de la Chine. Et c'est surtout sur cette perspective-là qu'il faut analyser l'alliance, la poussée américaine vers l'Australie, pour endiguer en fait l'influence de la Chine qui, au-delà du continent asiatique, est très très présente et pourrait grignoter davantage le Pacifique. Donc les États-Unis, en tant que prévention, en tout cas en tant que démarche de prévention, essayent de constituer une sorte de bloc pour fermer un peu l'entrée. D'ailleurs, la Chine a remarqué, a fait sa remarque pour dire, écoutez, qu'elle était inquiète vis-à-vis de cette poussée américaine. Parce que justement, c'est sa plate-bande. La Chine a besoin d'étendre son empire et de se fixer réellement parce qu'elle a besoin d'exporter, elle a besoin d'avoir une influence géopolitique et que les États-Unis sont en train de venir marcher sur ce terrain, simplement. Tout de suite, le zoom de la rédaction. Le ministre indonésien des Mines évoque la hausse des salaires des mineurs. Mes efforts sont tournés vers le travail, afin de permettre au monde politique de transformer ce moment difficile en une réelle opportunité pour le pays. Voilà, on devait écouter le ministre indonésien des Mines, peut-être qu'on va l'écouter d'ailleurs, mais on va poursuivre la situation des mineurs en Indonésie. C'est une vraie préoccupation pour l'État indonésien. On sait que les mineurs de Grasberg, en Papouasie occidentale, luttent depuis plus d'un mois contre la multinationale américaine Freeport. Que peut faire l'État indonésien? Difficile, tant qu'on a des multinationales qui sont hyper puissantes, très puissantes, de résister. La démarche la plus importante, à mon avis, c'est de pouvoir, faire en sorte que les miniers, les acteurs miniers eux-mêmes, puissent prendre conscience de, leur force, leur capacité, et deuxièmement, de se constituer en bloc, en tout cas, de s'organiser. L'État indonésien n'a aucun moyen de pression. Monsieur Diallo, aucun. Les mines en Guinée, voilà, on parle de la Guinée comme un scandale géologique. C'est vrai que, par exemple, au niveau du code minier, est-ce que c'est possible d'inclure une clause dans laquelle il est stipulé que les salariés, les miniers, finalement, les mineurs sont protégés? C'est difficile à plusieurs niveaux, parce que les multinationales, celles qui imposent les règles du jeu aujourd'hui, mais aussi si on crée on protège cette catégorie de salariés, qu'est-ce que ça va être des autres corps sociaux en termes de salaire, parce qu'on sait qu'ils sont... Mais est-ce que ce n'est pas la responsabilité des États? Mais si déjà les États, c'est leur responsabilité... De faire en sorte que ces mineurs soient protégés. C'est leur responsabilité déjà, mais si ça intéresse, c'est mieux. Mais il n'y a pas que les mineurs. Nous aimerions dans la négociation des contrats, ce n'est pas possible d'inclure une clause? Je ne pense pas qu'aujourd'hui notre pays soit un rapport de force favorable pour imposer. Ces règles-là, on est extrêmement dépendant des finances d'exploitation de ces mines. Donc finalement, on subit un tout petit peu, mais je pense qu'à terme, il faudrait arriver à, bien entendu, à protéger cette catégorie de population par des renégociations, ce qui devrait pousser les autorités à éviter des contrats de 100 ans à venir, faire des contrats à court terme, et lorsque nos capacités financières seront solides pour qu'on puisse imposer nos points de vue là-dessus. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité mondiale. Nomination du chef des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie ont désigné Rodrigo Londono Echeverri. Il succède à l'ancien chef tué le 4 novembre dernier lors d'un raid de l'armée colombienne. La France durcit ses conditions d'obtention de la nationalité française. Désormais, les demandeurs devront s'engager et signer obligatoirement une charte pour devenir de bons citoyens français.
Enfin, la BNP Paribas supprime près de 1400 postes dans le monde. Le groupe bancaire l'a annoncé mercredi. Ces suppressions auront lieu dans la banque d'investissement. 373 personnes sont concernées en France. Alors, suppression de postes chez BNP Paribas, tout comme chez la Société Générale, en tout cas c'est en prévision. Les établissements bancaires français emboîtent le pas à la crise, c'est cela, Cyril Musila? Je pense qu'ils sont déjà en pleine crise, hein. Ils ne le disent pas, mais ces suppressions d'emplois sont réellement la conséquence de la crise, hein. Et malheureusement, c'est quand même des banques qu'on a sauvées il y a pas longtemps et qui sont en train de sucrer des banques que l'on recapitalise aussi. Donc, Exactement. Oui, c'est des institutions financières qui ont reçu vraiment le soutien de nos épargnes. Et qui sont sur liquide pour la plupart. Et qui, il y a un an, pavoisé, qu'ils ont remboursé les dettes qu'ils ont prises, etc. Aujourd'hui, il me semble que c'est la mauvaise réponse. 360 suppressions ou 1500 suppressions d'emplois, je ne pense pas que ce soit la réponse adaptée vraiment pour revenir dans la compétition. Ça va permettre de faire quelques milliers d'euros d'économies, mais les marges que les créanciers, enfin les investisseurs touchent sont toujours importantes, les dividendes qui sont versés. Encore cette année, c'est toujours ça qui est plus important que vraiment la suppression d'emplois. Quel est votre point de vue sur la charte à signer pour devenir un bon citoyen français ? Je pense qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas le débat sur l'immigration de façon générale n'est pas très serein. Tout ça n'est pas un enjeu que de dire qu'il faut qu'on signe un papier, qu'on va être un bon citoyen ou pas. Je pense que c'est la manière par laquelle on est accueilli dans le pays, le mode d'intégration, la manière par laquelle on peut s'insérer dans la société française, c'est ce qui fera qu'on sera des bons ou des mauvais citoyens. Et puis, le fait d'être mauvais citoyen n'est pas forcément synonyme de l'immigration. Dans la campagne électorale. Voilà, et ce n'est pas forcément des immigrés qui sont des mauvais citoyens en France. Il y a des Français de souche qui sont des mauvais citoyens français, et ceux-là, ils signeront quand les chartes d'être des bons citoyens à la naissance. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions, enfin il faut poser le problème très bien pour apporter une réponse adéquate à l'immigration en France et à l'intégration des populations issues de l'immigration. Alors, suite dans un instant de l'Africa News. On reste avec nous, on marque une pause.